Monsieur Goldman, bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous parler un peu du drame qui a touché votre famille? Alors moi je suis né ici, en 1947, donc je suis né après tout ça. Je ne sais de toute l'histoire dont on va parler que ce qu'on m'a raconté. Mais je l'ai vécu de façon assez intense à travers des situations familiales compliquées. Donc je dois remonter d'une génération. Mes parents sont des juifs polonais, sont nés là-bas, deux familles qui étaient là-bas depuis toujours. Ils viennent de deux villes qui sont toutes les deux à peu près à 50-80 km de Varsovie. Et donc, il faut savoir qu'à cette époque, il y a en Pologne environ 3 millions de juifs. La situation des juifs polonais a fluctué selon les époques, mais à l'époque dont je parle, c'est-à-dire entre les deux guerres, les juifs font face à deux types de difficultés. D'abord, quand même, une misère socio-économique parce que le pays traverse une crise. Bon, on est après la crise de 29, mais il n'y a pas que ça. Dans ces pays-là, ce n'est pas des pays très prospères. Et puis une tradition antisémite qui devient vraiment insupportable. Il y a une montée du nationalisme, de partis nationalistes polonais, qui organisent des boycotts pour n'acheter pas chez les juifs. La situation est difficile. Et donc, comme toujours, ça c'est tous les pays pauvres, envoient des enfants ont envie d'émigrer. Et donc mes parents, tous les deux, viennent en Belgique, ne se connaissent pas, donc du tout, viennent en Belgique comme migrants économiques, mais en plus de la migration économique, c'est aussi pour fuir l'antisémitisme qui existe. Quand arrive la guerre, vous connaissez le nazisme, vous savez qu'il y a des lois raciales, que les Juifs sont persécutés en Allemagne, et en 1942, ils vont commencer à mettre en œuvre ce qu'on peut appeler la solution finale. C'est-à-dire, voilà, il y a un peuple en trop sur la terre, on ne doit pas seulement les discriminer, on ne doit pas seulement les battre, on ne doit pas seulement les emprisonner, on doit les tuer. Et la solution finale est décidée en 1942, au printemps, et un décret de l'occupant, en juillet 1942, va décider que tous les Juifs doivent se présenter à Malines, recevoir une convocation pour se présenter à Malines, à la caserne de Saint, pour, on ne sait pas vraiment, pour aller en Allemagne dans un camp de travail. Enfin, évidemment, on ne leur dit pas pourquoi. Ce qui est important, c'est que ça ne concerne que les Juifs étrangers à l'époque. Ça ne concerne que les Juifs étrangers, et donc l'occupant va obtenir une forme de collaboration ambiguë avec les Juifs belges, en leur disant « vous ne risquez rien du tout, mais vous devez nous aider ». Et il va y avoir des associations, comme aux Pays-Bas, comme en France, de Juifs nationaux. L'arrestation de mon père est arrivée assez tard, je ne connais pas les détails. Lui, il va être déporté en février 1944. Ma mère, là je connais beaucoup mieux et c'est très intéressant. Elle va être déportée en janvier 1944. C'est presque la fin de la guerre. Donc, je vous ai dit, la décision de déporter les Juifs, c'est en juillet 1942. Et ma mère va immédiatement contracter un mariage blanc pour devenir belge. C'est quelque chose qui est assez connu, parce que c'est un procédé que beaucoup de migrants ont utilisé pour avoir une sécurité de séjour. Avec ça, elle va devenir belge, elle va entrer dans la résistance, et c'est seulement au mois d'octobre 1943 que la déportation va concerner les Juifs belges aussi. Donc là, elle va plonger dans la clandestinité et elle va être arrêtée par dénonciation 4 mois après. Tous les deux vont aboutir au camp d'Auschwitz, où arrivait le train qui partait de Malines. Voilà. Mon père va être déporté avec sa femme et le plus jeune de ses 3 enfants. Et quand ils vont arriver sur la rampe, ce qu'on appelle la rampe à Birkenau, donc là où vous voyez toujours ce train qui arrive, vous voyez toujours cette photo de cette gare, dont c'est le terminus, et on trie les gens quand ils arrivent. Ceux qui peuvent encore travailler comme esclaves rentrent dans le camp, et ceux qu'on considère qui sont inutiles vont immédiatement à la chambre à gaz. Et c'est ce qui s'est passé avec sa femme et le plus jeune de ses enfants. Les 2 autres enfants, pendant ce temps-là, étaient cachés dans des familles belges. Tandis que ma mère, qui était une petite bonne femme, elle ne mesurait même pas 1,50 m, mais elle était vigoureuse, elle est rentrée dans le camp. Et j'ai appris seulement, quelques années avant sa mort, quelque chose de très triste, qu'elle est arrivée enceinte au camp.
et elle a accouché au camp d'Auschwitz. Et avec des amis qui travaillaient à l'infirmerie, elles ont euthanasié cette petite fille qui était en pleine santé pour éviter qu'elle ne fasse l'objet d'expériences médicales. Parce qu'il y avait un médecin qui s'appelait Mengele, qui est assez connu, qui est un criminel de guerre, et qui faisait des expériences, il châtrait les hommes, voilà. Et donc, quand il avait des bébés, il faisait pareil. Donc, il valait mieux le chloroformer, etc. Voilà. Mon père a par après été transféré au camp de Dachau. D'une certaine façon, c'était une chance, parce que le camp de Dachau était un pur camp de travail, mais il n'y avait pas de chambre à gaz. Et lui a été libéré par les Américains. Tandis que ma mère est restée jusqu'au bout au camp d'Auschwitz. Et quelques jours avant l'arrivée des troupes soviétiques, a commencé ce qu'on a appelé les marches de la mort. Il restait à ce moment-là environ un petit peu moins de 100 000 personnes au camp d'Auschwitz. Et les nazis les ont pris avec pendant la retraite. C'était en plein hiver, en janvier. Et il a vraiment gelé. Et cette caravane de pauvres gens est remontée vers l'Allemagne. Et ma mère, ça a mis plusieurs mois encore pour qu'elle puisse trouver qu'elle puisse tomber sur des Français ou des Américains qui les ont rapatriés ici. Voilà. Mes parents ont fait connaissance après la guerre. J'ai eu la chance d'avoir surtout une mère extraordinairement vivante, c'est-à-dire pour qui, voilà, la vie continuait, la lutte continuait contre le fascisme, qui m'a poussé à m'engager dans la vie et qui a fait de moi, j'espère, un homme équilibré et plutôt optimiste. Voilà. Peut-être brièvement un mot sur qui est l'Henri Goldman d'aujourd'hui, sur votre travail, vos engagements. Oh là là, il se trouve que ce climat-là a fait que j'ai toujours été quelqu'un d'engagé politiquement et socialement. Et justement, à cause de cette histoire-là, le noyau dur de mon engagement tourne autour du refus du racisme. Et un peu plus que ça, et aussi la reconnaissance de la diversité culturelle. Pour moi, je suis très heureux d'habiter dans cette ville, qui est une ville où aujourd'hui encore la majorité des gens sont ou étrangers ou d'origine étrangère. Je trouve que c'est une richesse extraordinaire de ne pas avoir une culture de référence. Et ce n'est pas un hasard si dans cette ville, on a eu les élections communales l'année passée, on a élu 695 conseillers communaux, il n'y en a pas un seul qui est d'extrême droite. Ce qui est absolument unique dans le paysage européen, quand vous voyez ce qui se passe en Flandre, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, où on a partout des partis qui deviennent des partis de masse. Je crois que c'est à cause de cette identité, entre guillemets, cosmopolite de cette ville que nous n'avons pas ça. Et ça montre bien que plus de diversité culturelle, c'est plus de démocratie, plus d'ouverture. Et on évite justement ce genre de choses. Quand à ça, j'ai un diplôme d'architecte, hein, mais j'ai fait 6 métiers dans ma vie, autour de la musique, autour du journalisme, de l'écriture, de la mise en page. Donc ce lundi 27 janvier, nous commémorions les victimes de l'Holocauste, avec l'accent mis cette année sur le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Selon vous, qui est responsable de ce qui est arrivé au peuple juif? Est-ce que c'est uniquement la faute du régime nazi ou est-ce qu'il y a une responsabilité plus collective? Il y a une responsabilité collective qui est historique et puis il y a des responsabilités politiques beaucoup plus précises. Ce qu'il y a, c'est que les Juifs, c'est la seule minorité non chrétienne qui existe en Europe depuis un peu partout en Europe, parce qu'il y a des minorités musulmanes non chrétiennes, c'est sûr, mais la présence juive, elle va depuis le Portugal jusqu'à la Russie, depuis l'Angleterre jusqu'à la Bulgarie. C'est un phénomène, alors je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais c'est quelque chose d'assez universel, et c'est sur les Juifs que le besoin d'avoir une différence est focalisé. Donc, je ne vais pas vous raconter tout ça, mais il se trouve que pendant toute cette période, on a enfermé les Juifs dans une fonction économique extrêmement précise. Hein, donc notamment, si les Juifs sont devenus des usuriers, c'est parce qu'ils n'avaient pas le droit de posséder de la terre, à une époque où la société vivait de la terre. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'entreprise. La terre, elle donnait tout. Elle donnait des céréales pour faire le pain, mais elle donnait aussi les animaux qui vivaient dessus. Les Juifs ne pouvaient pas posséder de la terre, c'est en interdisant aux Juifs de posséder de la terre qu'on les obligeait d'avoir des petites fonctions commerciales, à l'époque où le commerce débutait. Et puis, quand une bourgeoisie s'est développée en Europe occidentale, ils ont été repoussés vers l'Est. Mais il y a toujours eu... ça n'a pas toujours été de la même façon.
Mais ils ont tout traversé, ils ont vécu des pogroms, des interdits professionnels, des numerus clausus à l'université quand on a commencé à pouvoir étudier, etc. Donc là, il y a structurellement dans la société européenne le besoin d'avoir une espèce de bouc émissaire permanent, et à une époque où on n'a pas d'Arabes, pas de Noirs encore, ça tombe un peu partout sur les Juifs. Voilà. Maintenant, il y a des événements beaucoup plus conjoncturels qui ont précipité l'Europe dans la guerre. Donc, l'avènement du nazisme, ce n'est pas unique. Hein. On voit à cette époque-là l'arrivée de régimes nationalistes autocratiques à beaucoup d'endroits en Europe. La question de savoir pourquoi, dans cette guerre, un génocide a pris une place pareille, c'est quelque chose de très très difficile à expliquer et à comprendre. Ça n'est pas logique. Ce n'est pas logique. C'est logique éventuellement qu'un régime autoritaire, criminel, transforme toute une population en esclaves, mais ça n'est pas logique que de façon industrielle, on décide de la liquider. Qu'il y ait des massacres, comme on a pu connaître dans d'autres pays, d'autres génocides, qu'il s'agisse de celui des Arméniens ou celui des Tutsis, qui sont les deux autres grands génocides qui sont répertoriés, ça ne s'est pas fait de façon industrielle. Ça s'est fait de façon planifiée, il y avait des plans, mais on n'a pas organisé une industrie pour faire ça. Or ça, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ça qui est assez unique. Comment un peuple qui est considéré à ce moment-là comme un des plus, comme le peuple de Goethe, comme le peuple de Schiller, de Karl Marx, de Freud, etc., donc d'Einstein, comment un peuple parmi les plus évolués d'Europe peut à un certain moment oublier sa culture pour fabriquer ça. Alors, ce ne sont pas les moins civilisés qui sont capables des crimes les plus barbares. Cette année, de nombreux responsables de la communauté musulmane ont participé aux commémorations d'Auschwitz. Pensez-vous que le dialogue entre les différents groupes peut être un remède contre les idéologies radicales ? Bon, les musulmans ont été beaucoup accusés d'être un facteur d'un nouvel antisémitisme. Donc c'est important de montrer que ce n'est pas vrai et qu'on a une forme d'empathie vis-à-vis de la souffrance des Juifs. Il y a aussi de belles initiatives dans l'autre sens, comme par exemple les iftars organisés par le musée juif de Bruxelles, qui sont un moment extraordinaire, et les expositions qui y sont faites. Donc je pense qu'il y a des éléments féconds. Je pense aussi qu'il y a une chose qui est très importante, on assiste en même temps au développement de l'islamophobie et de l'antisémitisme, mais il faut se battre contre les deux ensemble. On peut voir quand même aujourd'hui dans les sociétés européennes que la haine monte. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a tant de haine dans les sociétés d'aujourd'hui ? On sort d'une période, alors ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, hein, qui est 1945-1975, pendant une période exceptionnelle. C'est une période où l'Europe, alors en même temps on colonise le monde, hein, c'est l'âge d'or du colonialisme. Mais en Europe, chaque année ça va mieux que l'année précédente. Il n'y a pas de chômage, les salaires augmentent régulièrement, les services publics s'améliorent, les retraites s'améliorent. Le gâteau de l'économie grandit chaque fois. Et il grandit tellement que les patrons, les travailleurs, tout le monde a plus, même si on ne change pas la proportion. Et puis tout ça va s'arrêter à partir des années 75, on va encore faire semblant pendant 10 ans, on va creusant les déficits, que la situation va s'améliorer, et puis on se rend compte que ce n'est plus le cas. Le chômage augmente de nouveau, les rapports de force sociaux se détériorent, et petit à petit les gens se disent « je ne suis pas sûr que mes enfants vivront mieux que moi ». Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la faute à qui ? Et à ce moment-là remonte le vieux nationalisme en disant c'est la faute aux autres. C'est parce que, voilà, si on doit s'occuper de nos pauvres, mais on ne peut pas le faire parce que tous les pauvres de la planète viennent nous envahir. Et alors il y a justement cette montée du nationalisme. Ça tourne autour du refus de l'autre, du refus de l'étranger. La prospérité des sociétés capitalistes est en panne, qu'on se rend bien compte que maintenant ça ne fonctionne plus bien, qu'on n'est plus capable d'assurer une augmentation régulière des classes moyennes au minimum, que celles-là se sont effondrées chez nous. Il y a de nouvelles classes moyennes qui naissent dans le monde, en Chine et en Inde, mais les classes moyennes en Europe se sont effondrées. Et sur cette base-là, s'est développé un discours d'exclusion. Donc ça, c'est en gros l'explication. On vit dans cette période-là, donc où l'économie libérale ne fonctionne plus,
la gauche n'a pas réussi à imposer une autre forme de solidarité, et du coup l'extrême droite en profite et elle se base sur ce vieux fond xénophobe qui existe dans toutes les sociétés où il y a une histoire nationale très puissante. Voilà. La polarisation de la société qui est très courante aussi aujourd'hui dans les sociétés occidentales, y compris dans les pays de l'Union européenne et dans les États-Unis qui sont des grandes démocraties comme on dit. À votre avis, est-ce un signe que la démocratie est en danger? Alors, c'est ce qu'on appelle la polarisation, c'est un mot qu'on n'utilise pas en français, mais plus en néerlandais d'ailleurs. C'est un effet de la rupture de solidarité. Alors, pour que la polarisation fonctionne, il faut qu'on soit capable de désigner un autre. Et donc, ça retombe toujours sur les populations d'origine étrangère ou, dans le cadre des États-Unis, sur les minorités, puisque pour dire que les Noirs américains, que les Hispaniques sont d'origine étrangère, oui, il y a longtemps. Mais tous les Américains sont d'origine étrangère. Donc tout ça, c'est une fabrication. Alors en Europe, effectivement, ça a pris de nouvelles proportions avec les nouvelles vagues migratoires. Malheureusement, nous sommes toujours témoins, aujourd'hui en 2020, de persécutions. Aux quatre coins du monde, des personnes sont inquiétées pour leur appartenance ethnique, culturelle, politique, sexuelle. Que manque-t-il pour assurer le respect de ces droits fondamentaux? Est-ce qu'on est condamné à voir l'histoire se répéter? Donc après avoir posé ce diagnostic, quelles sont les solutions envisagées sur le plan local ou voire international? Je crois qu'on est relativement condamné à renoncer à l'idée que l'histoire est linéaire et qu'elle va aller toujours vers plus de progrès. Hein? Ce qu'on découvre depuis quelques années, donc la crise écologique, ça rajoute une couche. Hein? La spirale de consommation et de gaspillage aboutit à faire que la Terre va cesser d'être vivable. Les sociétés humaines sont vraiment dans un moment difficile. Si les populistes arrivent à se renforcer un peu partout, c'est bien parce que là, on a désigné un bouc émissaire. On dit Eigenvolk eerst, notre peuple d'abord, et les autres qui crèvent. Éric Zemmour, vous connaissez ce monsieur, il vient encore de déclarer dans une émission française qu'on lui a dit « Qu'est-ce que ça vous fait que des jeunes meurent en Méditerranée ?» Il leur a répondu « Ça ne me fait rien du tout, hein, ils ont pris leur risque. Je préfère qu'eux meurent plutôt que mes propres enfants. » Et on est là-dedans. On ne voit plus tellement comment s'en sortir complètement. Alors à côté de ça, il y a beaucoup d'espoirs qui viennent de mouvements de jeunes aussi, de toute la mobilisation pour le climat. Bon, c'est un pas. Je pense qu'on a besoin d'un changement culturel profond, hein, pour considérer d'abord que les biens immatériels, la tendresse, l'amour, ça a plus de valeur que des objets. Cela dit, il en faut un minimum, hein, il faut de quoi manger, il faut de quoi se nourrir, de quoi s'habiller, de quoi se loger. Mais je pense qu'on a besoin de ce changement culturel et je compte beaucoup, moi, pas tellement sur le monde politique, mais je compte beaucoup sur le monde associatif pour ça. Et comment on va convaincre des gens qui sont dominants et qui sont puissants d'abandonner une partie de leur domination et de leur puissance? C'est difficile. En général, les gens qui ont des privilèges, ils ne les abandonnent pas de leur propre volonté. Il faut souvent qu'on leur arrache des privilèges. Et que donc, que ce soit les gens les moins privilégiés qui leur arrachent. Toute l'histoire de l'émancipation humaine fonctionne comme ça. Si certains peuples africains ne s'étaient pas battus pour leur indépendance, ils ne l'auraient pas eu. Si les femmes ne s'étaient pas battues pour plus d'égalité, et ce n'est pas terminé, rien n'aurait changé, ce seraient toujours les hommes qui décideraient tout. Et si les travailleurs ne s'étaient pas battus pour obtenir des droits sociaux, ce n'est pas les capitalistes qui leur auraient donné comme ça. Donc, il faut réapprendre, il faut aussi accepter que la société est un enjeu de conflit, qu'il y a des luttes sociales, des luttes économiques, mais aussi des luttes culturelles, hein, que les groupes dominés doivent prendre leur destin en main. Alors ils doivent le faire évidemment d'une façon qui n'aboutit pas à un renversement des dominations. Voilà, mais ça c'est toute l'histoire de l'émancipation humaine, qui est une longue histoire, qui n'est pas une histoire linéaire. Dans toute l'histoire, il y a eu des moments où on a avancé et des moments où on a reculé. Hein. Quelle place trouvez-vous au dialogue interculturel pour essayer de résoudre certains des problèmes qu'on a discutés? C'est-à-dire que, alors d'abord, bon, donc, l'existence d'abord d'une ville multiculturelle, pour moi, ça empêche déjà l'existence d'une conception nationaliste des choses. Et en plus,
ça oblige un peu à se décentrer soi-même. Je dois être capable de comprendre que pour une personne qui a une autre origine, c'est important pour elle. Ça ne veut pas dire qu'elle va rester, elle non plus, enfermée dans ce qu'elle a reçu, mais que c'est sa base de départ. Et que si je veux faire de cette personne mon égale, je dois accepter que les bagages culturels de cette personne ont autant de valeur que les miens. La société dont je rêve, c'est une société où personne ne doit choisir entre la fidélité à son propre bagage, hein, et le fait de faire une société tous ensemble. Ça, c'est vraiment la société dont je rêve. Vous parlez tout à l'heure de votre rêve d'une société, et c'était ça notre dernière question. Dans le contexte de la journée de Martin Luther King, le 20 janvier dernier, quels sont vos rêves, peut-être plus précisément pour les futures générations? Alors qu'on a une richesse incroyable, alors ça ne tient qu'à nous de la faire vivre. Alors elle va se changer, elle va se transformer au fil du temps. Personne ne sait pendant combien de temps on reste turc, marocain ou juif, après combien de générations ça disparaît ou pas. Puis on se marie entre nous aussi, c'est des choses qui se passent. Hein, voilà. Mais c'est avec cette ouverture-là que je pense qu'on peut assumer notre destin de ville cosmopolite, la plus cosmopolite d'Europe, d'après toutes les statistiques, et qu'on peut peut-être un petit peu être un îlot de résistance par rapport à la montée du nationalisme identitaire. Bon voilà, c'est ce que je peux peut-être espérer pour l'avenir.